Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lundi 6 mai, merci de nous rejoindre au compte de cette émission. Nouvelle semaine, l'aventure qui continue. Au compte de cette émission, les GG, 4 moyens pour interagir à nos sujets, à nos débats. Dans cette émission, GG au 93 si vous êtes abonné Orange, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG, donc sur Twitter. Vous êtes à l'international. Merci de nous suivre où que vous soyez. En province, vous nous écoutez sur 99.7 à Bokeh, à Zérékolé, mais aussi à l'Abbé Centre et 99 tout court à Kankan. Merci de nous rejoindre à la une. Toujours cette question à laquelle les Guinéens attendent une réponse de leur chef de l'État. Alpha Condé va-t-il solliciter un mandat de plus à la tête de leur pays? Mystère et boule de neige pour l'instant. À nouveau, le président Alpha Condé qui était présent à un rassemblement au grand stade, organisé plutôt par ses partisans ce week-end, au grand stade de la ville de Kindia, malgré les nombreux appels appuyés à son endroit, l'invitant à briguer un mandat supplémentaire à la faveur d'un changement constitutionnel, a préféré différer à nouveau sa réponse sur cette question, se bornant à lancer, je cite, « Je vous ai entendu, je vous reviendrai le moment venu », réaffirmant tout de même que ce que veut le peuple, c'est ce qui se fera. Quel regard l'opposition porte-t-elle sur ce rassemblement? Dans quelles conditions a-t-il eu lieu? On pose toutes ces questions. Notre invité en ce lundi, ici en studio, M. Abdoulaye Ba, il est de l'UFDG Kindia, ancien président de la délégation spéciale de Kindia. Il sera avec nous dans cette émission. On s'intéresse toujours à Kindia avec cette sortie du maire Elhadj Mamadouba Bangoura, une sortie qui provoque l'ire au sein du parti dont il est issu, mais aussi dans les rangs des maires de la Basse-Côte, dont il dit avoir parlé donc au nom donc de ces maires. Qu'en pense-t-il? On pose toutes ces questions. On pose cette question plus tôt dans cette émission. Nous aurons successivement M. Dembo Silla, vice-président de l'UDG, et M. Saïdouba Kissing Kamara. Il est maire de Bofa. Meeting des partisans du pouvoir le samedi à Kindia. L'opposition dénonce l'arrestation de 8 membres du FNDC. Leur péché mignon, avoir organisé au même moment une manifestation en signe de protestation contre les velléités de nature à offrir un mandat de plus à Alpha Condé. Le FNDC, en colère, compte exiger ce lundi la libération de ses partisans mis aux arrêts à Kindia. Que reproche-t-on à ses opposants à un troisième mandat pour Alpha Condé? Monsieur Alseni Farenta Kamara, il est le coordinateur FNDC dans la région de Kindia. Vous allez l'entendre également dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour, bon début de Ramadan. Bon début de Ramadan. Bonjour Mafoudia. Bonjour Titi, bonjour. Bon début de Ramadan à toi. Merci à toi aussi. Bien. Pour commencer, Mohamed, l'actualité c'est du côté du Kindia où la CENI était en retraite. Et la CENI, au sorti de cette retraite, dit avoir besoin de 235 jours pour pouvoir envisager l'organisation des prochaines élections législatives. 235 jours pour dérouler 140 activités très exactement. Et cela donc pour dire que même si on les mettait bout à bout, ces activités-là, ces élections législatives n'auront pas lieu avant ou plutôt la fin de 2019. Alors, la CENI, donc pour cela, soulève quand même quelques inquiétudes. D'abord, c'est la mise à disposition des fonds du nerf donc de la guerre. Et puis, si vous voulez, c'est la mise à niveau du site central qui héberge surtout le fichier électoral. Et d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure sur cette question sensible parce qu'il faut acquérir notamment les logiciels informatiques de gestion et de protection donc de ce site, et puis tel que recommandé notamment par les experts de l'audit du fichier électoral. Il y a également l'acquisition du matériel lourd qui revient bien entendu cette fois-ci au gouvernement donc de la République de Guinée qui est le partenaire privilégié de la CENI dans ces opérations de vote. Et puis on a donc, je le disais tantôt, la mise à disposition donc des fonds. Autant dire qu'il y a la question de la volonté politique qui est là, même si
c'est vrai que directement, on n'a pas vu de budget alloué à ces élections. Vous savez, cela a été le débat pendant longtemps, il n'y avait pas de budget prévu à cet effet, mais nous sommes rentrés en contact avec notamment le ministère du budget. Le ministre nous a confirmé qu'il y avait un budget prévisionnel, je crois, de 351 milliards. Donc, pour ces élections-là. Donc, aujourd'hui, mais il y a la question centrale qui turlupine pratiquement les esprits avertis dans cette histoire, c'est la question du 1,5 million de personnes recensées dont on ne retrouve pas aujourd'hui les empreintes. Oh oui, mais avant, vous avez soulevé la question des ressources. Ce qui est énoncé est un fait, mais la mise à disposition du budget est une autre paire de manches. Alors, on sait comment ça se passe. Alors là-dessus, la CENI, on sait comment la CENI a galéré ici pour pouvoir même organiser cette retraite du côté de Kindia. Oui, mais à moins qu'on ne joue, à mon avis, à moins ce que je savais, la CENI avait reçu 26 milliards. Absolument. 26 milliards. Absolument. Mais à moins qu'on ne joue. Je pense aussi que le gouvernement, quelque part, attendait justement un chronogramme. Je crois que c'est aussi cela, parce que les décaissements sont faits en fonction aussi de l'évolution des activités. Mais c'est vrai qu'il y avait le fonctionnement, si vous voulez, normal, le budget de fonctionnement de la CENI qui a été dégagé en partie. Maintenant que clairement la CENI a un chronogramme, même si on n'a pas une date précise, je ne pense pas que désormais la question des moyens s'oppose avec autant d'acuité que de par le passé. Sinon, cela révélerait simplement, si vous voulez, un manque évident de volonté politique, puisque le ministre du budget, lui, quand même, il nous l'avait confirmé. C'est quand même des journalistes qui l'ont appelé sur la question. Il a dit que c'est prévu. Et puis on a entendu aussi du côté de l'Assemblée nationale, rappelez-vous, l'honorable Amadou Damaro Kamara sur cette question, qui avait parlé de dépenses courantes et que cet argent-là existait, donc que cela ne poserait pas de problème. Personnellement, je veux les croire pour le moment, parce que tout le monde sait l'importance de ces consultations législatives aujourd'hui pour notre pays. Maintenant, je soulevais tout à l'heure la question de fichiers. Aujourd'hui, il y a une question centrale qui se pose. Ouais. Quid du 1,5 million, donc d'1,5 million électeurs qui se retrouvent dans ce fichier, mais de manière, je dirais, pas tout à fait régulière. Oui. Parce que nous ne sommes plus avec un fichier alphanumérique, comme notamment en 2010, mais nous sommes avec un fichier aujourd'hui biométrique, donc où l'empreinte est exigée, l'empreinte digitale est exigée. Alors, on ne va quand même pas me dire qu'en Guinée, il y a plus d'1,5 million personnes qui sont amputées soit d'une main ou qui sont amputées des deux mains. Donc, il faudrait quand même tenter aujourd'hui de les identifier. Effectivement. Mais il y a un problème qui se pose, parce que j'ai entendu durant le week-end, comment il s'appelle, l'honorable Aliou Condé de l'UFDG, qui a soulevé cette question-là. Et je crois que cette position est partagée également par l'UFR qu'on a entendu sur le sujet. Effectivement. C'est qu'aujourd'hui, la CENI ne serait pas, si vous voulez, ne verrait pas peut-être d'un bon oeil d'aller carrément à un recensement, je l'appellerai comme ça, une sorte de recensement intégral du corps électoral. Or, les partis politiques pensent que pour identifier ou alors élaguer, s'il le faut, ce 1,5 million d'électeurs, que d'ailleurs l'UFR qualifie tout simplement de fictif, il faudra nécessairement rappeler devant les CARL l'ensemble des électeurs guinéens. Cela permettrait de faire, en réalité, il ne s'agirait plus d'une révision, mais d'un enrôlement, tout simplement, de tous les électeurs. C'est d'ailleurs une recommandation C'est une recommandation. Du comité d'audit. C'est une recommandation, parce qu'on a quand même une grande faiblesse, c'est que notre état civil n'est pas informatisé. Si on avait un état civil en Guinée viable et exploitable, ailleurs, ça s'est fait, on croiserait tout simplement les deux fichiers. Parce que là, on saurait combien de gens sont nés et qui ont 18 ans à partir donc de cette année, donc ils peuvent aller voter. Combien de personnes surtout sont décédées, on le saurait. Et même un fichier au niveau de la justice pour savoir combien de personnes sont normalement sont frappées, par exemple, par une interdiction de l'exercice de leur droit civil. On le saurait, mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc la solution, c'est vrai, coûteuse et peut-être lourde, serait d'aller carrément vers un enrôlement pour éviter toute forme de contestation. Mais la CENI, on ne l'a pas entendu expressément, mais les soupçons des partis politiques se portent sur elle, ne seraient pas très engagés dans ce sens-là. Or, qui ne maîtrise pas le fichier électoral
perd de facto les élections. Les grandes gueules. Merci Mohamed, allez-y. Roby, donc les élections législatives, ce n'est pas pour demain. Il y a non seulement ces contraintes, mais il y a la question du fichier qu'il faut épurer. À partir du moment où le calendrier du parti au pouvoir même a changé, on ne parle plus d'élections, de volonté d'élections législatives. Voyez-vous, la campagne qui est lancée à l'intérieur du pays, c'est une campagne qui va dans le sens à viabiliser l'idée d'un référendum pour une nouvelle constitution et donc pour un nouveau prochain mandat pour le président de la République. Et à partir de ce moment-là, je pense que la question des élections législatives, la question du financement de la CENI, la question du fichier électoral, etc. sont des questions d'ordre annexe désormais. Et ce débat sur la CENI arrange bien le pouvoir parce qu'il y a deux schémas. Soit le pouvoir réussit à imposer ce fichier au niveau de la CENI et ce fichier qui comporte des insuffisances que Mohamed Mara a soulevé tout à l'heure là. Et donc, soit le pouvoir en place réussit à imposer ce fichier-là et part avec ce même fichier en organisant les législatives et le référendum, comme ils disent, ils vont cumuler les élections. Ou alors, on ramène le débat sur les insuffisances de la CENI et on continue à débattre là-dessus. On ne met pas les moyens au niveau de la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections en moins d'1 an. Et donc nous poussons vers un glissement tout doucement du calendrier parce que nous aurons dans le débat, nous aurons grignoté 2019. C'est déjà le cas. Oui, permets-moi. On est déjà en plein glissement. On est dans ce schéma-là. Parce que les 235 jours dont la CENI a besoin pour organiser, ça nous renvoie à fin novembre. Fin novembre. Et ça c'est si c'est mis bout à bout. Voilà. Et ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de soubresaut politique, lorsqu'il n'y a pas d'imprévu. Lorsque les trois contraintes majeures dont Mohamed a fait cas tout à l'heure sont levées. Et voilà. Et donc retirer ces 200 et quelques jours dans le mandat qui reste au pouvoir en place, voyez-vous, la partie restante reste très petite et donc le débat sera prolongé et donc nous allons glisser. Il lui reste 600 jours, il lui reste encore un peu plus de 600 jours. Quand tu retires 200 et quelques jours dans 600 jours, il va rester presque la moitié. C'est presque Mohamed Mara, la moitié. Et donc cette moitié-là, au cours de cette moitié-là, nous allons débattre du fichier électoral, financement de la CENI. Le président de la République est en train de jouer sur le calendrier en disant je vais vous répondre plus tard alors qu'il aurait pu le faire maintenant sur la question du référendum. En même temps, ils sont en train de battre campagne. Il lance quand même ses troupes à l'assaut du pays pour battre campagne. Mais lui, il dit qu'il va répondre plus tard. Ouais. Et donc, entre la campagne et la réponse du président, il y a un temps qu'il va falloir grignoter. Et donc, voyez-vous, donc ce débat, et non seulement le débat sur la CENI et le débat sur le référendum, ce sont deux débats expressément soulevés pour permettre aux Guinéens de se concentrer là-dessus et ainsi le pouvoir en place prépare son calendrier. Moi, j'en veux à l'opposition, à cette opposition, parce que c'est cette opposition républicaine et cette opposition de l'autre côté qui, dès le début, avait donné quitus de confiance en cette CENI. On se souvient très bien que des leaders charismatiques de cette opposition étaient venus dans ce studio et ils avaient félicité désormais la nomination du nouveau président de la CENI. Ils avaient voulu à ce moment-là lui exprimer une espèce de confiance en tout début de sa mandature. Et donc moi, le débat est un débat qui vient pas au bon moment. Ouais. Ce débat sur le fichier électoral aurait pu être soulevé depuis le début, depuis avant que les débats sur les référendums soient lancés. Mais là, je pense que nous sommes rentrés dans un cycle de nouveaux mouvements, une crise à la CENI. En même temps, le pouvoir en place bat campagne. L'opposition va se concentrer désormais sur comment régler ces trois grands problèmes au niveau de la CENI. Ça va prendre du temps. Pendant ce temps, le pouvoir en place prend... Donc on fait occuper l'opposition. L'opposition à un débat et eux, ils préparent le terrain tout doucement à leur volonté de référendum, à leur volonté de nouvelle constitution. Donc je pense que le match de toutes les façons a toujours été gagné par le pouvoir en place parce que cette opposition n'a toujours pas réussi à vraiment tenir tête, à jouer le même rôle. Non, je les enterre dès maintenant à partir du moment où ils ont complètement faussé le débat dès le début et là ils sont en train de refaire la même chose. Ils se concentrent sur un débat qui aurait pu être lancé il y a très longtemps. Malheureusement, c'est pas le moment. Les autres ont déjà une longueur d'avance. Merci. Allez-y, Mafoudia.
Alors, quand nous parlons de la mise en place des CENI, on constatera que les CENI sont mises en place dans les pays... c'est toujours les mêmes problèmes, hein, chaque année. Les CENI sont mises en place dans les pays où on estime que le ministère de l'administration n'a pas les compétences, la capacité ou je sais pas, l'organisation nécessaire pour pouvoir organiser les élections. Donc, du coup, on va vers la solution, les solutions CENI. Mais seulement avec la dernière loi électorale, on se rendra compte de la place qui est réservée encore au ministère de l'administration et du territoire. Par exemple, le matériel lourd dont la CENI parle, ça revient au ministère de l'administration. Un ministère qui, si on s'en tient à la création de la CENI, n'est pas en mesure d'organiser des élections et on lui laisse une telle responsabilité, à quoi est-ce qu'on peut bien s'attendre? Et comme le disait Roby tout à l'heure, ça fait des années quand même où on a ces CENI dans nos pays. Mais qu'est-ce que ça a vraiment changé? Donc, qu'il y ait cette retraite, qu'il y ait des réflexions... Chaque année, c'est le même problème à la CENI. Le problème, c'est que c'est autour de la volonté politique qu'il peut y avoir de sortir le pays d'un débat politique, d'un débat électoral tout le temps. Parce qu'on sait, ce sont des périodes qui sont réservées. Quand ce ne sont pas ces périodes, certes, on parle d'élections, mais c'est pas avec une telle... je sais pas, une telle façon, c'est-à-dire on passe tout notre temps à se demander est-ce qu'on va organiser ces élections, et lorsqu'on les organise, avant d'abord de les organiser, il y a des manifestations, il y a des cas de mort, et lorsqu'on les organise, on se retrouve à parler du fonctionnement, de la manière dont c'est organisé, des hommes même qui ont la charge de bien conduire ces élections, qui posent des actes qui sont de nature à nous poser des questions sur l'honnêteté, la sincérité ou le bien fondé des actes. Tout ceci est compliqué. On se retrouve de bout en bout avec des élections qui ne sont pas bien organisées alors qu'on a passé toute l'année à en parler. Il y a eu cette retraite, on a aujourd'hui, il nous étale les contraintes qui feraient qu'au bout des 235 jours, on pourra aller vers ces élections. Mais moi, je me dis, parce qu'effectivement, c'est là le problème, est-ce qu'on pourra finir avec ces contraintes d'ici là? Et finir avec ces contraintes revient fortement à une volonté politique qui émanerait d'abord du chef de l'État et de tous les ministres qui sont entrés, de tous les départements qui rentrent en compte pour pouvoir finir avec ça et pouvoir aller à ces élections. Mais cette volonté politique, moi je vous le dis dès maintenant, ça va manquer. Tout à l'heure, les autres parlaient des calculs politiques qui seraient derrière le glissement qu'on voudrait. Gopi même a parlé de victoire. Si le pouvoir considère ça comme une victoire, tant mieux. Mais normalement, ça ne peut pas être considéré comme une victoire quand on est dans un pays et qu'on n'arrive pas à bouger d'un iota, pendant qu'à côté, les autres sont sur des méga projets. Je ne sais pas comment on peut se plaire dans une telle situation. Guinéen. Mais oui, je suis d'accord avec toi, malheureusement, c'est le modèle guinéen. Malheureusement, on passe plus de temps à se faire du mal, à rester sur des futilités, à rester sur les détails. Pendant ce temps, on a vu des pays qui ont couplé des élections législatives, présidentielles et même communales au même moment et qui sont rapidement passés là-dessus. Pour nous, chaque année, il faut plusieurs années de médiation pour dire, écoutez, respectez ce qui est simplement écrit là-bas, parce qu'il y a quand même un calendrier électoral qui n'est simplement pas respecté. Et là, on tape ou bien on applaudit l'intelligence politique de tous ceux qui de tous ceux qui sont au niveau de l'administration du pouvoir. D'accord, si vous pensez que vous êtes en train de bien travailler, ça va vous permettre de vous maintenir, mais qu'on n'écarte jamais cette réalité qui fait que même les pouvoirs qui sont restés très longtemps en place ont changé. Il ne faut jamais écarter, et à un moment donné qu'on se pose les questions sur le combat politique qu'on a mené. Est-ce que c'est ce qu'on veut léguer à la Guinée? Rester comme ça dans un débat politique alors qu'on ne peut même pas bouger? Moi, je sais pas, je ne comprends plus. Je ne comprends pas ce qui se passe un peu dans la tête des Guinéens. On ne peut pas rester comme ça. Vous êtes perdu. C'est pas possible. En définitive, il ne faut pas espérer les prochaines législatives en cette année 2019. Ça dépend de la volonté politique. Mais est-ce qu'on a réellement cette volonté? Le débat posé fausse complètement, écarte complètement l'idée de cette volonté politique. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a même un débat sous-jacent. La CENI parle du budget de l'organisation des élections législatives qui n'est pas à disposition. Pas du tout. Pendant que la CENI lance le débat sur le budget de l'organisation de ces législatives, celui qui doit financer l'argent vous dit, nous on va coupler les élections. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore donné l'argent pour la première élection. On n'a même pas fini d'organiser la première petite élection, permettez-moi de m'exprimer comme ça. Celui qui va le financer vous dit, non mais toi tu parles de l'élection législative, nous on a attention Roby, il n'y a aucune annonce officielle d'assistance. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit et c'est ce qui se trame. Il faut lire la chose. On peut pas, écoute-moi, on peut pas lancer. Il n'y a pas d'annonce officielle. Permets-moi de continuer.
continue jusque lui. Oui. Est-ce qu'il y a une annonce? Non, mais est-ce qu'il y a une annonce? Est-ce qu'il y a une annonce officielle sur la volonté de réviser la Constitution ou le mandat du président? C'est pourquoi il faut attendre. Non, mais pourtant, il y a la campagne est lancée. La campagne pour le référendum est lancée. Il faut la campagne sur le troisième mandat. Il faut plutôt lancer il faut lancer la campagne sur une nouvelle transition, exactement. parce que c'est ce qu'on est en train en réalité de dénoncer. Non. Attention, il ne faut pas avoir peur de ce débat. Aujourd'hui, parler de nouvelle constitution veut dire qu'on va s'engager à suspendre celle qui est actuellement en vigueur, appeler donc à un référendum pour aller vers une nouvelle constitution. Et dans ce cas, on change de république. Et là, dans ce cas, le chef de l'État devrait avoir le courage tout simplement de dire, dans ce cas, je rends le tablier, je ne vais pas assurer la transition, la présidence de la transition. Je déclare néanmoins la transition. La question est de savoir, est-ce que les promoteurs d'un troisième mandat, qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas se servir des dispositions de la Constitution actuelle pour aller à un référendum sur un projet de Constitution, ils le savent, est-ce qu'ils vont conseiller au chef de l'État de déclarer une transition? Là est toute la question. Alors s'ils ne sont pas prêts, alors qu'ils sachent qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale. La stratégie n'est pas là. La stratégie, Mohamed Mara, c'est bien évidemment... Non, mais je te dis la norme. La norme. Sauf qu'en Guinée, on n'est jamais dans la norme, malheureusement. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est de lancer toutes les campagnes au niveau de la volonté de modifier la Constitution et de faire une nouvelle république qui permettra au président de la République de briguer un nouveau mandat. Si le débat est lancé dès maintenant, nous allons continuer ce débat-là jusqu'à fin 2019. Merci, et ainsi, l'autre débat sur la CENI avec le financement, c'est question de fichiers et cette question d'informatisation. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Cette CENI a commencé à organiser des élections depuis 2010. Elle est toujours confrontée au même problème. C'est toujours les trois points de difficulté qu'on nous sort à chaque période électorale. Je ne peux pas comprendre comment on ne peut pas les résoudre. C'est la question du fichier électoral, c'est la question de l'informatique et c'est la question du budget. C'est toujours les mêmes gros problèmes qui viennent à la CENI à chaque veille d'organisation d'élections. Et donc pour moi il y a une véritable volonté cette fois-ci d'accumuler les effets du débat pour pouvoir glisser sur le mandat présidentiel 1 au cas où la volonté de faire un référendum ne passe pas. On aura déjà 4 ans de plus. Bien, allez-y Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Il y a aussi, parlant de Kindia, cette sortie du Kuntigi de la Basse-Côte, le Kuntigi de la Basse-Côte de la Serouna, qui s'est pas rendu à Kindia, et donc qui a dit ses vérités dans une vidéo qui passe en boucle sur la toile. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. La Serouna Souma a déjoué de nombreux pronostics en ne se rendant pas à Kindia. Absolument. Connaissant l'homme pour ses prises de position alambiquées qui varient quelquefois au gré de certains intérêts, personne n'aurait misé sur son absence à ce meeting-là. Mais il y a des dessous et nous nous sommes informés. C'est qu'à la veille de ce meeting, sa cour a été bondée de monde. L'opposition, quoi que l'on dise d'elle, elle ne manque pas quelquefois de stratégie lorsqu'elle décide d'être intelligente. Ses envoyés spéciaux ont été dépêchés à Tanene, dans la cour du Kuntigi. Il y a eu également des jeunes leaders de la Basse-Côte qui ont fait le déplacement dans la cour du Kuntigi. Une certaine pression s'est exercée sur le vieil homme, de telle sorte qu'il n'a pas fermé la porte aux émissaires du pouvoir. La galaxie présidentielle, selon une source proche du patriarche, a déboursé 1 milliard de francs guinéens. Des billets qui ont été vus selon notre source, des billets tout neufs de 20 000 francs guinéens qui ont été donc déposés chez le Kuntigi à l'effet donc de l'encourager à se rendre à Kindia. Mais pas que cela. Étant fatigué peut-être avec quelques maladies que vous connaissez, on lui a proposé l'hélicoptère présidentiel pour se rendre à Kindia. Ouais. Vous savez, la route est mauvaise. Les torticolis liés à l'état de la route peuvent être assez insupportables pour Elaï Serouna Souma. Alors, donc, en dépit de tout, et avec la pression qui a été exercée dans sa cour, je pense finalement au petit matin, parce qu'il y a une vidéo quand même que nous avons pu voir où les jeunes scandent dans sa cour, notre Kuntigi n'ira pas à Kindia. Il n'ira pas à Kindia. Donc, il a fait le résumé de tout ceci et au petit matin, il a pris une décision et je pense pas je sais pas s'il y avait une autre décision à prendre au regard
de toute la pression, certes subtile, qui s'est exercée sur lui, mais il y avait une certaine pression. Donc je ne pense pas s'il avait une autre possibilité que d'accepter la volonté qui s'est exprimée dans sa cour. Donc c'est ainsi qu'il ne s'est pas rendu du côté de Kindia. Vous avez pu remarquer, je ne sais pas si vous avez fait... Sans oublier qu'on lui promettrait un milliard. Bien sûr, non, s'il acceptait de partir, s'il acceptait de se rendre à Kindia, au petit matin de ce lundi, il aurait reçu également 1 milliard de plus. Pour avoir vraiment donné un certain caractère régional à ce meeting de Kindia. Mais il ne s'y est pas rendu. Et la prise de position qu'il a faite, je pense, m'amène à me poser une question. Est-ce qu'on peut affirmer que définitivement, El Hadj Serouna Souma, Kontik de la Basse-Côte, a une position tranchée sur la question de la modification? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Ouais, moi j'attends de voir, franchement. Parce que là, ils vont doubler la mise bientôt. Non, il nous a habitués à ça, à ces valses hésitations, à ce changement de position. Voilà. Le pouvoir va le faire plier, Moussa. Ça va arriver, tu vas être étonné. Je pense qu'il a une seule porte pour garder son honneur. Et aussi l'honneur de ceux qui le représentent. La seule porte, c'est le silence. C'est le mutisme. Au-delà, c'est au lendemain de cette déclaration qui est fait quand même, qui a un écho retentissant dans la sphère politique, si au lendemain de cela, par les fluctuations des biais verts, par les apparats du pouvoir, s'il tentait qu'il décide de changer de position, de résister, eh bien, pour ne pas faire de dégâts dans l'autre camp, je pense la seule option pour lui, c'est de ne plus s'exprimer sur cette question. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Cette vidéo fait le tour, elle est gardée. Et ce qui s'est passé dans la cour également, tout le monde en est informé. Je pense que El Hadj Serouna doit rester sur cette position puisqu'il a clairement affirmé la Basse-Côte n'est pas d'accord pour cette révision constitutionnelle. Bien, donc je pense que le vin tiré, il faut le boire tranquillement. Et le on est en plein ramadan là, tu tires quel vin? Écoutez, bon, le chef de l'État, vous avez pu remarquer, il avait grise mine. Il n'était pas content. Malgré toute la débauche d'argent, parce que Moussa, on a pris beaucoup d'argent. Beaucoup de régies. La Lonagui en tête. Et cette foule qui est partie, bon, en guillemets, je vais faire la soustraction. J'enlève les femmes des militaires dedans. J'enlève les policiers dedans. Les gendarmes. Les forces de défense. Les écoliers, les collégiens, les lycéens. Exactement. J'enlève tout ce et les dedans. Étudiants. Je vous assure, il serait resté la délégation téléportée de Conakry. De Forêt-Caria, et ainsi de suite. Parce que les bus ont vraiment été mis en contribution pour cela. Il faut que les promoteurs reculent et comprennent que ça ne passe pas. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas de l'argent qui a été distribué, mais ils font face à une certaine déconvenue et ça se passe de commentaires. Arrêtez de faire comprendre au papa national qu'à chaque occasion d'inauguration d'une infrastructure, oui je sais, mais au moins si on lui dit la vérité, il peut reculer. Lui aussi n'a qu'à observer. Dites-lui que arrêtez de le faire croire qu'à chaque occasion, à chaque inauguration d'infrastructure, que du monde sort de façon spontanée. On a vu les images de Kouroussa, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Non, là c'est la déculottée carrément. Quand le président dit pour une zone censée être son fief, son bastion, quand le président dit je vais là pour inauguration de la MUFA, on dit il vient ici. Faites de telle sorte que les populations de cette localité sortent de façon spontanée. C'était le cas hier du côté de Kaloum. Mais ce qui s'est passé à Kaloum, une source bien introduite au sein du mouvement des jeunes, je lui ai demandé, je lui ai dit tu me prends une vidéo. Au moment où vous serez en train de distribuer l'argent, tu me prends la vidéo, tu enregistres tout et tu m'envoies. Les jeunes ont été mis à contribution. Des jeunes qui sont appauvris, désœuvrés par ces mêmes politiques. Et lorsqu'ils ont besoin d'échapper au courroux du pouvoir du président Alpha Condé, alors ils viennent voir ces mêmes jeunes, ils leur donnent des miettes. Hier c'était un t-shirt 50 000 francs guinéens. Alors on ne peut pas nier cela puisqu'il y a une vidéo, on l'a mis sur Inquisiteur. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'il faut procéder à l'achat de conscience. Il faut évoluer.
Peut-être que vous avez un bon message et que vous avez de mauvais messagers. Parce que ceux qui se tiennent devant le peuple pour parler... Le problème, c'est justement... Ceux qui se tiennent devant le peuple pour parler... C'est le problème des cheval de Troie. Les chevaux qui sont mis devant, ils ne sont pas des bons chevaux. Ils ne valent absolument rien. Ouais. Ils ne valent absolument rien. Les jeunes sont allés au retour, la liste était dressée. Parce que tu ne peux pas mettre des gens qui ont déjà retourné plusieurs fois leur veste ça marche pas. devant le peuple en qui le peuple n'a aucune confiance. Imaginez, c'est pas possible. Imaginez toute la vitesse de croisière que le bateau, troisième mandat a eu cette semaine. Mais j'avais comme une sorte de course de fond. Ouais. Hein? Une vitesse incroyable. Kindia, Kouroussa, Lola, avec Dame Domani Doré que j'ai vu. Avec Domani aussi du côté de Lola. Je l'ai vu à Lola, elle entrait. Mais c'est pas possible. Non, elle est engagée. C'est l'audace. C'est l'audace. Je l'ai vu accompagné de l'ancien directeur national. Mais comment on va dire Dieu ait pitié de l'ancien directeur national de la police. C'est pas possible, comment on l'appelle, Bangali. Domani aussi. Bangali. Alors, je veux dire que cette semaine, la semaine qui s'est achevée, toutes les belles valeurs défendues par la Guinée audacieuse, la semaine qui s'est achevée, on n'en revient pas. Ça a été une véritable pression. Il n'y a plus à qui pour que ça puisse passer. On n'en revient plus. Il n'y a plus à qui faire. Je pense que c'est pas possible. L'argent, comme les jeunes l'ont dit dans la vidéo hier, parce que oui, mais il y a un côté, c'est parce que on a toujours l'habitude de dire oui, c'est votre argent quand ils viennent. Prenez, utilisez-les et puis vous vous en foutez le jour des urnes. Cette façon de désacraliser l'événement, moi c'est ce qui me gêne un peu. Vous avez vu, prenez l'image de comment on appelle ça, les premiers rangs lors des manifestations de Kindia, de Kouroussa, etc. Les invités d'honneur, enfin les promoteurs, ceux qui ont pris la parole, ceux qui sont censés vulgariser l'événement auprès du peuple. Abakar le disait tout à l'heure. Vous avez Baïdi Haribo, vous avez Papa Koli, vous avez Makanera, vous avez oui, le Premier ministre était du côté de Kindia, mais il n'a pas continué à Kouroussa. Mais vous avez des gens qui quasiment ont fait école dans toutes les formations politiques en Guinée. Dans toutes les académies politiques. Toutes les académies politiques dans notre pays. Ils y ont fait carrière, vous comprenez. Deuxièmement, c'est que on a entendu de toutes sortes de discours. Effectivement. Le contraire le lendemain, c'est-à-dire une vilevoltance incroyable. Ouais. Alors, vous avez toute cette galaxie finalement en décrépitude qui va devant le peuple pour vendre l'idée de ceux pour lequel ils étaient contre hier. Des Maradona politiques. Vous avez vu? C'est des Maradona. C'est compliqué. Des Neymar. Et donc, moi je dis, ça ne peut pas passer facilement. Ouais. Le président de la République, dans sa stratégie, je pense que devait faire avec de nouveaux hommes. S'il avait la volonté vraiment de réussir ce pari MAF, je dis lui, je dis pas moi, je dis lui, s'il avait la volonté de réussir ce pari, de passer haut les mains cet examen, je pense qu'il aurait pu faire avec de nouveaux profs. Parce que les professeurs qu'il a des hommes un peu plus crédibles, des hommes un peu plus nouveaux, des hommes qui peuvent parler. C'est un problème de crédibilité. À chaque fois que Makanera parle quelque part, on sort ses anciennes vidéos et on le tourne en bourrique toute la semaine sur les réseaux sociaux. Il est viral. À chaque fois qu'un des promoteurs du premier mandat passe devant la télé et tient un discours en faveur de cet événement, on sort les anciennes vidéos. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y en a même qui n'osent même plus prendre la parole en public. Je vous donne un exemple. Lors de l'accueil du U17 à l'esplanade du Palais du Peuple, le ministre des Sports n'a pas osé monter sur la tribune pour prononcer un discours parce qu'il a eu peur d'être conspué. C'était pas l'événement idéal pour lui, vous comprenez? Donc, j'ai pas remarqué. Ouais, ben oui. Il n'a pas pris la parole. Il n'a pas pris la parole. C'était pas parce que. Finalement, écoute-moi, je prends la responsabilité de ce que je dis, et ce que je dis vient d'une source bien introduite au ministère. Finalement, c'est au gouverneur de la ville de Conakry, Mathurin, à qui on a presque poussé au pupitre. C'est en général. On a presque poussé au pupitre pour qu'il puisse dire un mot public. Voyez-vous, donc d'autres ont peur de prendre la parole. Merci. D'autres ont quand même le courage, comme Makanera, de prendre la parole, mais ça ne passe pas ou ça passe difficilement dans certaines localités. Allez-y, Mafouda, en une minute. Il y a cette sortie médiatique d'un membre influent du PUP qui a vraiment milité pour le coudéisme à l'époque de Conté, qui est très intéressante selon moi. Il le dit, les mentalités ont changé. C'est quelqu'un qui a eu l'expérience du changement de la Constitution. Et aujourd'hui, il dit que... Bangoura? Exactement. Il dit que les mentalités ont changé. Et ça,
c'est une vérité. Donc il ne faudra pas qu'on le culte. La Guinée d'aujourd'hui n'est pas la Guinée d'hier. Même si à peu près ce sont les mêmes qui sont dedans, qui semblent... Qui se proposent en experts parce qu'ils ont eu à expérimenter cela, qui sachent que cette population, même si on l'a gardée dans cette misère, même si on l'a gardée dans ce manque d'éducation, elle a quand même évolué parce qu'on a un certain regard sur ce qui se passe ailleurs. On a des envies comme tout un chacun. C'est pourquoi tout à l'heure Moussa parlait des jeunes. Ils n'ont qu'à prendre, c'est leur argent comme on dit. Ils ne nous donnent juste pas honnêtement, parce que nous donner honnêtement, ce serait donner du travail aux Guinéens. Faire d'eux de bons Guinéens dignes dans leur propre pays. Mais non, c'est pas ce qu'on fait. Donc on leur donne d'une autre manière. Mais en même temps, que ce soit une prise de conscience totale. Les Guinéens méritent de vivre dignement dans leur pays. C'est ça, c'est à eux de choisir. On dit souvent, c'est au peuple de se prononcer. Même le chef de l'État, dans son discours de Kindia, c'est ce qu'il a dit. Je vous ai écouté. Maintenant, je vais repartir. Je vais me prononcer au bon moment. Mais on sait déjà ce qu'il pourrait dire. On sent en lui l'envie de tenter la chose. Mais encore une fois, c'est à la population de rester vigilante. On n'a pas besoin d'écouter des experts. On n'a pas besoin d'écouter même des émissions. On n'a qu'à se regarder, voir notre quotidien, voir ce que nos enfants risquent de devenir, voir comment nous mangeons, comment nous nous traitons, comment les enfants sont éduqués, voir notre quotidien, et ça nous permet de prendre de grandes décisions. Et les grandes décisions, c'est pour tous les Guinéens, même celui qui semble avoir moins d'importance, celui qui est, je sais pas, dans son champ là-bas, qui n'est pas allé à l'école, il a de la voix, il a de l'importance. Ce pays, c'est pour lui, on doit pouvoir le gérer pour qu'il vive dignement dans son pays, alors que les bons choix soient faits au bon moment. Merci Mafouda. Allez, Mohamed, pour clore. Alors, pour clore, moi, il y a un tout autre aspect qui m'intéresse de cette question. C'est quand même qu'une gouvernance se doit, lorsqu'on a fait 40 années de lutte pour la démocratie, votre gouvernance se doit d'être à la limite vertueuse. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de fouler aux pieds tout ce qu'on a comme valeur morale dans ce pays. Le chef de l'État lui-même, il viole la Constitution. Il l'a fait violer. Et il accompagne les violateurs de cette Constitution. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui des présidents d'institutions constitutionnelles qui deviennent coordinateurs de mouvements de la campagne, pour le référendum. C'est le cas de Mohamed Diaré, qui a été coordinateur où de Kissidougou. On l'apprend à l'interne même. Non, on l'apprend de source sûre à l'interne même du RPG Arc-en-Ciel. Il ne peut pas se permettre. Non mais tu veux quoi? Je vous dis que même dans ses propres rangs, mais la cour même dans les rangs du RPG, c'est pas n'importe quelle institution. C'est mais pas justement, celui qui est chargé de contrôler, celui qui est chargé d'imposer une gestion vertueuse, c'est lui-même. Doit recevoir désormais les finances, les sous, pour aller les dilapider dans un tel projet. Mais c'est une honte totale. C'est une honte totale. Un président d'institution constitutionnelle, je le dénonce parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est lui qui est le président et puis l'autre, Michel Kamano, qui est le vice-président, avec tout le passé que l'on connaît. Lui, à la limite, on aurait pu à la limite parce qu'il est politique. Mais quand on me dit qu'il est sage de la communauté qu'ici, mais arrêtez, vous êtes en train de galvauder tous les mots qui ont de la valeur même aux yeux de Dieu dans ce pays. C'était notre lecture matinale ce début de semaine sur ce qui s'est passé ce week-end. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.